Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est toujours un plaisir d'accueillir notre bon ami Scott Lizakowski, premier directeur général et premier gestionnaire de portefeuille, chef des actions canadiennes chez Phillips Hager et North. Scott, ravi de vous revoir. Merci Dave, je suis ravi également. Ça faisait un bon moment. Oui, ça fait longtemps. On est en novembre. Il commence à faire nuit très tôt. J'ai parfois l'impression qu'il fait nuit tout de suite après le déjeuner. Les jours de pluie s'accumulent. Mais aujourd'hui est un jour important car c'est le jour d'ouverture à Whistler Blackham. Alors c'est une bonne nouvelle pour moi et ma famille car nous pouvons échapper à cette obscurité et partir à la montagne pour faire du ski. Alors, jour d'ouverture aujourd'hui. Vous y allez aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Je pense que nous allons y aller le week-end prochain. Le début de saison, c'est un peu pour les inconditionnels. Ils mettent ce qu'on appelle des skis de roche. La couverture n'est pas complète, alors on ne va pas prendre nos meilleurs skis tout de suite en début de saison. On mettra nos skis de roche le week-end prochain. Oui, on parlait de recommandations culinaires car Scott se rend à Regina et à Winnipeg la semaine prochaine. En matière de boissons et de café, Winnipeg c'est plutôt bien, Regina ça laisse à désirer. On aimerait bien que nos fans de Regina nous donnent des conseils car depuis la fermeture du 33 and a third, la scène café est un peu difficile, disons. Mais vous devez absolument vous rendre en famille au backcountry. Vous connaissez? Oui, je suis un grand fan. Je suis un fan absolu et je pense qu'ils ont surtout de la bière, mais je suis un grand fan de la Widowmaker Hazy. Oui, vous devez essayer la Maple Bay qu'ils ont lancée justement pour remplacer la Widowmaker. Vous allez l'adorer. Mais nous ne sommes pas autorisés à en parler ici, Scott. On peut parler de café, mais pour les autres types de boissons, on nous demande un peu de retenue dans une balado comme la nôtre. Et pas de publicité gratuite, à moins que ça nous rapporte quelque chose. Ouais, ben, on va se garder une petite gêne. Nous aimons soutenir le monde des affaires au Canada. C'est notre raison d'être, tout comme vous, en tant qu'investisseur important dans les entreprises canadiennes. Alors, Scott, il se passe beaucoup de choses sur les marchés en ce moment. Je suis sûr que nous allons avoir une conversation vraiment fascinante. Vous arrivez toujours avec des chiffres et des tendances que vous observez, sur lesquelles vous réfléchissez en ce qui concerne le marché canadien. Vous arrivez toujours bien préparé. Alors, qu'avez-vous pour nous ce matin? Comme vous l'avez mentionné, nous partons en tournée la semaine prochaine pour promouvoir nos nouvelles stratégies. Nous faisons le point sur les marchés. Et comme nous sommes en novembre, l'année est presque terminée. Depuis le début de l'année, le TSX a été très performant. Je pense que depuis le début de l'année, nous avons enregistré un rendement total de l'ordre de 23 à 24 ce qui, parmi toutes les régions boursières du monde, serait l'un des meilleurs résultats. Les marchés émergents sont un peu en avance sur le Canada. L'année a donc été très bonne. Il y a deux ou trois choses à noter à propos de cette performance. De toute évidence, le principal moteur de la performance au Canada a été l'or. Il a contribué à près d'un tiers du rendement du secteur. L'or et les actions aurifères ont donc été très solides. Les actions aurifères ont augmenté de près de 100% depuis le début de l'année. C'est spectaculaire et elles étaient déjà solides au début de l'année. L'or a donc connu une progression spectaculaire, on pourra en parler plus tard dans la conversation, mais même si l'on exclut la contribution de l'or, le TSX moins l'or reste légèrement en avance sur le S&P 500, ce qui est intéressant. Cette relation a donc un peu changé cette année. En général, le TSX est à la traîne par rapport aux États-Unis. Cette année, il devance les États-Unis. C'est donc un élément à noter. Scott, il faut également noter, et nous en parlons depuis quelques années maintenant, l'idée que nous avions prévue. Il s'agit en fait d'une surperformance de 18 mois du TSX par rapport au S&P 500, surtout quand on parle en dollars canadiens, même si cela s'est finalement équilibré cette année. Mais au cours des 6 derniers mois, le dollar canadien a connu une légère fluctuation. Eh bien oui, cette relation de 18 mois dont nous avons parlé, il s'agit en fait d'une relation à long terme.
Les périodes de performance relative ne sont généralement pas mesurées sur 1 ou 2 ans, elles sont en fait mesurées sur 10 ans. Nous savons que le Canada a sous-performé par rapport aux États-Unis, relativement parlant, au cours des 10 dernières années. J'aimerais penser que cette vigueur et que ce changement dans cette relation relative sur 18 mois soit un signe avant-coureur de ce qui nous attend dans les années à venir. Mais la chose que je voulais souligner, c'est la contribution sectorielle des rendements. Généralement, dans un marché où le Canada surpasse les États-Unis, ce sont les secteurs cycliques auxquels le Canada est très exposé, à savoir l'énergie, les services financiers, l'industrie et les matériaux. Les matériaux sont en tête, mais il s'agit en réalité de la composante de l'or. Il s'agit d'une composante moins cyclique. Et puis, il y a les autres composantes, les finances sont solides, les banques sont en avance sur le marché, ce qui est une bonne chose. Elles ont été à la traîne du marché au cours des 2 dernières années, mais elles ont été très solides et ont vraiment rebondi depuis le creux de mars et avril. Mais d'autres secteurs, comme l'énergie et l'industrie, ont pris du retard. Nous avons évoqué dans nos commentaires préliminaires certains événements intéressants, notamment les actions du secteur de l'énergie, mais l'industrie a été assez faible, en particulier le secteur ferroviaire au Canada. Celui-ci représente une part importante du secteur industriel. Cela m'amène à deux conclusions. Si nous assistons à une participation plus large des secteurs cycliques au-delà des services financiers et de l'or, même si ceux-ci ne sont pas vraiment cycliques, si les secteurs cycliques autres que les services financiers participent à la reprise, si l'énergie poursuit sur sa lancée récente et si l'industrie participe enfin plus largement, je pense que le TSX a encore du potentiel en termes de performance relative. C'est quelque chose qui mérite d'être souligné. J'ai quelques statistiques à vous donner à ce propos. Oui, juste avant que vous ne donniez votre statistique du jour, je vous arrête un instant pour vous parler d'un autre aspect à prendre en considération. On parle beaucoup de la bulle de l'IA et on observe une certaine volatilité, en particulier dans le secteur technologique aux États-Unis. L'une des caractéristiques du marché canadien, comme on l'a souvent dit, est qu'il n'est pas très exposé à la technologie. Donc, si nous assistons effectivement à une rotation hors du secteur technologique, il est un peu prématuré de suggérer que c'est ce qui se passe pour mettre un terme à cet engouement pour l'IA et à la force relative de la technologie, mais le Canada est effectivement sous-pondéré dans le secteur technologique. Oui, relativement parlant par rapport aux États-Unis, et il n'aurait pas le même niveau d'exposition, bien sûr, ou du moins pas d'exposition directe, je dirais. Il y a quelques noms qui participent très directement au boom des dépenses d'investissement dans l'IA que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite, il y a d'autres grandes entreprises technologiques qui seraient davantage bénéficiaires de l'IA en tant qu'utilisatrices de celle-ci dans leur plateforme. Bien sûr, nous réfléchissons à ce commerce de l'IA et aux sentiments qui l'entourent, car il stimule les marchés à l'échelle mondiale. Nous n'avons pas besoin de nous attarder sur la concentration. Il s'agit là d'un commentaire qui s'applique aux actions américaines. Mais la concentration et même le simple fait de penser au montant du S&P 500, qu'il s'agisse du pool de bénéfices, de la valorisation ou simplement du sentiment dans le S&P 500 qui est motivé ou lié à ce thème de l'IA, devient assez importante. Je ne suis pas un adepte des bulles, comme vous le savez peut-être. C'est un sujet dont les gens aiment pourtant beaucoup parler. C'est très intéressant pour alimenter la conversation, mais c'est trop difficile pour moi, je dirais. Je vais donc m'abstenir de participer à cette discussion, mais nous sommes très conscients de ses implications. J'ai même fait remarquer à un certain de mes collègues que nous suivions de très près les résultats de Nvidia, alors que Nvidia n'est pas une action qui figure dans notre indice de référence ou dans nos portefeuilles, du moins dans notre portefeuille canadien. J'ai trouvé donc intéressant d'observer le comportement des marchés qui ont tous les yeux rivés sur les résultats financiers de cette seule entreprise, même si nous n'y sommes pas exposés. Nous pensons, comme je le dis toujours, que lorsque tout le monde parle d'une bulle, ce n'est généralement pas le cas. Les bulles vous prennent généralement par surprise et vous ne vous en rendez pas vraiment compte. Et je pense qu'il faut également noter que
Comme pour Internet, lorsque les actions Internet ont pris de l'avance, et même si Internet allait changer notre vie, tout comme l'IA va changer notre vie, notre façon de faire des affaires, les actions peuvent prendre de l'avance ou reculer. Mais du point de vue canadien, la seule chose que nous savons de l'IA, c'est qu'elle a besoin d'un approvisionnement illimité en énergie et ici au Canada, nous sommes vraiment bons dans ce domaine. Oui, et nous pouvons en parler. J'ai ici la statistique que j'allais vous communiquer. Oh, d'accord, la statistique du jour. Oui, la statistique du jour. Donc, quand je dis que l'or contribue largement au rendement du TSX, c'est vrai, c'est un facteur important de rendement. Mais nous constatons une diversification à l'échelle du TSX. Je pense que nous avons déjà parlé de diversification par le passé. Si ma mère est à l'écoute de cette émission, je sais qu'elle n'a pas vraiment idée de ce que je veux dire quand je parle de l'ampleur du marché. L'ampleur signifie que l'on observe une vigueur dans un indice global ou un marché global et que cette vigueur n'est pas tirée par un nombre restreint d'actions. Nous observons en fait une participation d'un grand nombre d'actions. L'une des façons dont nous mesurons l'ampleur est le pourcentage d'actions au-dessus de leur moyenne mobile sur 200 jours. Il s'agit d'un terme technique, mais c'est simplement une mesure de la santé globale d'un marché. Et le TSX est l'un des marchés les plus solides en termes d'ampleur. Près de 80% des actions du TSX sont au-dessus de leur moyenne mobile sur 200 jours. Cette force ne se limite donc pas à l'or. Nous avons constaté une vigueur dans plusieurs secteurs. Maintenant, l'écart par rapport à leur moyenne mobile sur 200 jours pourrait susciter une certaine inquiétude, car si nous assistons à un léger recul, à une consolidation ou à une correction, la distance à parcourir pour atteindre les 200 jours pourrait être assez importante. Et cela vaut également pour le secteur orifère. À l'heure actuelle, nous avons assisté à une légère correction sur le marché américain dans son ensemble, mais le Canada s'est consolidé et est resté assez résistant tout au long de cette période. Aujourd'hui, je constate que le TSX se négocie juste au niveau, voire légèrement au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours. Encore une fois, pour entrer davantage dans les détails techniques, il s'agit plutôt d'une moyenne mobile à court terme. Cela a été un niveau de soutien très solide que l'on considère le TSX ou même certaines de ses autres valeurs plus sensibles à l'IA ou à plus forte dynamique. Le S&P 500 a rebondi plusieurs fois sur ces 200 jours et le TSX se situe, comme je l'ai dit, juste au-dessus. Nous avons dépassé les 140 jours, nous pourrions même approcher les 150 jours où le TSX se situe au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit de la troisième plus longue période au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours de l'histoire. C'est donc cette idée que nous observons une vigueur sur le marché canadien, nous constatons une vigueur dans un certain nombre d'actions et de secteurs, et nous voyons en fait la résilience et la persistance de cette vigueur se manifester par le maintien au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours. C'est un autre point fort. Si l'on considère les États-Unis, et je vais utiliser l'indice Russell 1000 pour avoir une vision plus large du marché américain, seulement 55% des actions du Russell 1000 se situent au-dessus de leur moyenne mobile sur 50 jours. On parle beaucoup du marché américain qui est devenu très concentré sur un très petit nombre de noms en termes de poids, de performance et de contribution aux bénéfices. La valorisation est déterminée par un très petit nombre de titres, ce qui a des implications en soi. Mais au Canada, nous constatons une certaine diversité, même si l'or contribue largement à la performance. Je pense qu'il est très important de souligner aux auditeurs que le TSX a été solide, que l'or a été solide, mais que ce n'est pas seulement l'or qui a déterminé les rendements du TSX. Pour votre mère, c'est une excellente explication de l'ampleur que nous apprécions beaucoup au Canada. Nous aimons aussi Bread, un autre groupe apprécié au Canada que votre mère devait connaître. Mais j'ai quelques statistiques, moi aussi, à vous présenter à ce sujet. Je voulais me concentrer sur la composition du marché canadien, car elle est très différente de celle du marché américain. Nous faisons parfois cette comparaison entre le Canada et les États-Unis. On les considère comme deux grands partenaires commerciaux voisins. Mais ce qui constitue l'essentiel du marché boursier canadien est très différent de la répartition américaine. Et vous devez vous en souvenir lorsque différentes parties du marché sont en hausse et d'autres sont en baisse.
L'un des points que nous soulignons dans les présentations que nous faisons aux conseillers lors de nos déplacements est la vigueur du TSX. Nous parlons de l'ampleur de cette performance qui provient d'un certain nombre de secteurs différents, pas seulement de l'or. Puis nous parlons de la croissance sous-jacente des bénéfices du TSX, qui, je pense, est parfois perdu de vue lorsque les gens pensent au marché américain et que vous soulignez la croissance des bénéfices, que vous parlez de l'IA et de ces 7 magnifiques ou des 10 premières entreprises du S&P 500. La croissance des bénéfices de ces entreprises est spectaculaire, bien sûr. On ne les appelle pas les 7 médiocres, mais bien les 7 magnifiques. Il est important de bien comprendre la question des bénéfices au Canada. Il convient de noter que nous venons de terminer la publication des résultats du troisième trimestre pour le TSX, avec près de 90% des entreprises ayant publié leurs résultats. La croissance des bénéfices en glissement annuel au troisième trimestre, tel que rapporté, est en hausse de 17 pour l'ensemble du TSX. C'est un chiffre assez important. Le chiffre d'affaires trimestre global pour le troisième trimestre vient en fait de dépasser le record que nous avons connu au deuxième trimestre. Nous sommes donc à des niveaux de bénéfices records et affichons une forte croissance des bénéfices pour le TSX. Nous devons donc nous concentrer sur la composition de la croissance des bénéfices. Si les analystes prévoient une croissance des bénéfices de 12 à 13 pour l'année prochaine, cela peut surprendre quelque peu compte tenu des perspectives incertaines pour l'économie dans son ensemble. Mais nous devons garder à l'esprit que la composition des bénéfices du TSX est très différente de celle de l'économie dans son ensemble. J'ai un graphique que j'utilise dans une présentation qui ventile les composantes du PIB entre différents secteurs, puis les compare à la pondération du TSX. Si vous y réfléchissez, l'un des éléments qui ressort le plus est que la composition ou la contribution de l'immobilier au PIB canadien est probablement l'une des plus élevées. Elle est légèrement inférieure à 15 mais la composition immobilière des bénéfices du TSX est d'environ 2 quelque chose comme ça. L'industrie manufacturière et les soins de santé sont tous deux des moteurs importants de l'économie globale, mais ils ne sont pas des moteurs importants de la masse des bénéfices au Canada. Bien sûr, nous savons que les bénéfices au Canada sont dominés par les grands secteurs, l'énergie, la finance et l'exploitation minière. Ces secteurs peuvent connaître des rythmes de croissance très différents en termes de bénéfices par rapport au PIB. Je souligne que les plus grandes contributions aux bénéfices du TSX proviennent du secteur financier et des banques. Nous devons donc garder à l'esprit que les banques sont en réalité tributaires de tous les autres secteurs du PIB. Ainsi, si nous assistons à une période de ralentissement économique ou si le ralentissement que nous avons connu au cours des 2 derniers trimestres se poursuit ou s'aggrave, cela commencera à avoir un impact sur les bénéfices des banques, mais il existe de nombreux moyens pour que les bénéfices du TSX augmentent, même dans un contexte économique légèrement incertain pour le Canada. Oui, Stu Kedwell et Eric Lasselle ont tous deux évoqué les négociations commerciales en cours et la possibilité d'obtenir à tout le moins un résultat meilleur que prévu. Cela aiderait l'économie canadienne et favoriserait certainement la mise en œuvre de politiques visant à stimuler les dépenses et la croissance économique, ce qui, là encore, aurait des répercussions positives. Vous dites qu'il n'y a pas de lien direct entre les bénéfices et l'économie dans son ensemble, mais une meilleure économie, un meilleur contexte économique sera probablement globalement plus favorable aux bénéfices. C'est donc une raison supplémentaire lorsque vous parlez des banques et des services financiers et finalement aussi des matériaux, pour laquelle la croissance économique est un vent favorable plutôt qu'un vent contraire. Oui, nous avons été préoccupés, c'est sûr. L'une des choses qui m'inquiète, je suis d'accord avec vous, c'est que tous ces gros titres, ces discours et cette incertitude ont fait beaucoup de bruit, mais j'espère que tout ce bruit mènera à une résolution qui ne sera certainement pas aussi mauvaise que ce que les gens pensaient au départ. À cela s'ajoute le fait que ça a été un rappel bienvenu, un bon coup de pied aux fesses pour notre nouveau gouvernement canadien afin qu'il se mette au travail et rétablisse certaines relations commerciales en dehors des États-Unis.
Diversifier notre portefeuille, comme on le dit souvent. Si vous avez d'excellentes actions dans votre portefeuille, tant mieux, c'est formidable. Mais vous devez également en avoir d'autres, et c'est ce que nous constatons. Cela se produit chaque semaine. Les gros titres ne parlent pas seulement de l'établissement de meilleures relations commerciales avec d'autres pays, mais aussi d'un accroissement des investissements au Canada. Un certain nombre de projets d'infrastructures énergétiques ou d'infrastructures plus générales ont été annoncés et feront l'objet d'une procédure accélérée. Ce sont là d'excellentes nouvelles qui nous seront bénéfiques à long terme. Ce qui m'inquiète, c'est la possibilité d'un ralentissement des activités commerciales qui ont été quelque peu mises en suspens. Nous approchons de la fin de la première année depuis les élections. Les entreprises ont mis en suspens leurs investissements en capital, leurs décisions d'embauche importantes et d'autres projets similaires en raison de l'incertitude qui règne. Et cela va commencer à se voir, et c'est peut-être déjà le cas dans certaines données économiques. Je crains donc que, même si les bonnes mesures sont prises pour le bénéfice à long terme de notre économie, ce qui est probablement plus important, le marché boursier s'y intéresse déjà peut-être. Mais ce qui m'inquiète à court terme, c'est qu'il y a eu cette poche d'incertitude qui a tout bloqué, ce qui pourrait se traduire par des données économiques légèrement plus faibles. Il s'agirait peut-être d'un effet à court terme qui pourrait perturber un peu le marché à court terme, mais nous pensons qu'à long terme, le marché s'orientera vers ces vents favorables, plus positifs, comme vous l'avez souligné. Oui, je sais que vous passez du temps, comme vous l'avez déjà dit, à voyager un peu à travers le pays. Je suis moi-même beaucoup sur la route. Lorsque je parle à des chefs d'entreprise ou à des hommes d'affaires qui travaillent dans des secteurs où le commerce est une part importante de leurs activités et de leurs opérations par rapport aux États-Unis, oui, cela a été un nuage qui a plané au-dessus de la tête de tout le monde. Cela a eu un impact. L'incertitude crée une paralysie. Je ne sais trop quoi faire parce que je n'ai pas de réponse définitive ou d'information définitive sur la manière de prendre cette décision. Une clarification sera forcément utile. Mais comme vous le dites, cela fait une année entière d'incertitude. Difficile de croire que les années passent si vite. Mais cela fait un an depuis les élections et cette épée de Damoclès qui plane toujours au-dessus de nos têtes. Il serait donc bon de la retirer d'une manière ou d'une autre, de préférence de manière positive, afin que nous puissions aller de l'avant. Mais je pense que dans une certaine mesure, le TSX annonce que la situation sera bien meilleure que ce que nous avions imaginé en janvier, février et mars de cette année. Tout à fait. Je repense à ces journées passées sur la route en février, en mars et en avril. Les gros titres se succédaient à un rythme effréné. Il était pourtant nécessaire de se présenter devant le public et d'affirmer que le marché canadien recèle une force sous-jacente. Et je pense que nos clients en ont bénéficié. Pour en revenir aux bénéfices comme moteur du TSX, les deux grands secteurs sont l'énergie et la finance. Nous pourrions parler un peu de l'or, peut-être de ses avantages et inconvénients, mais l'énergie et la finance sont les principaux moteurs. J'ai parlé des résultats financiers de la plupart des entreprises au cours des 2 dernières semaines. Les banques s'apprêtent à publier leurs résultats du quatrième trimestre et de fin d'année dans les semaines à venir. Pour ce qui est des attentes, les banques ont été solides, mais la majeure partie de leur vigueur proviendra des creux enregistrés en mars et avril. Elles étaient faibles avant cela, et elles l'ont d'ailleurs été au cours des 2 dernières années. Nous avons constaté une grande vigueur, une forte reprise, et les valorisations se sont améliorées. Je pense que le marché anticipe une partie de cette vigueur potentielle dans le contexte de la reprise. Le crédit reste une préoccupation en ce qui concerne les banques. La santé du crédit se mesure par les provisions pour perte sur créance, les PPC comme on dit, devraient atteindre leur pic au cours de ces trimestres. Nous avons constaté une légère amélioration des PPC qui n'ont au moins pas empiré au cours du dernier trimestre. Les attentes des équipes de direction des banques, des PDG, les analystes qui suivent les banques et je pense des investisseurs qui négocient aujourd'hui, sont que les conditions de crédit continueront de s'améliorer à l'approche de l'année prochaine. Et ça sera utile. Et par ailleurs, les moteurs de croissance des banques sont très solides. Les activités sur les marchés financiers ont été soutenues.
En fait, nous avons constaté une reprise des activités sur les marchés financiers au cours des 2 derniers mois avec des fusions-acquisitions, des transactions et certaines opérations sur actions arrivant sur le marché. On s'attend donc à ce que l'activité sur les marchés financiers se soit redressée et continue sur sa lancée à l'approche de l'année prochaine. Comme nous le savons, le secteur de la gestion de patrimoine a été très solide, les marchés étant globalement en hausse et une partie des liquidités disponibles étant investies dans des portefeuilles d'investissement. C'est donc une bonne chose pour le secteur de la gestion de patrimoine. Et puis, il y a autre chose. Vous et moi travaillons pour une banque. Au cours des dernières années, l'accent a été mis sur la réduction des coûts. Comme dans toute entreprise, lorsque vous parvenez à maintenir votre structure de coûts à un niveau bas ou que vous vous concentrez sur la réduction de votre structure de coûts, vous ajoutez à cela des revenus supplémentaires. C'est ce que nous appelons un effet de levier opérationnel positif qui a vraiment contribué à la croissance des bénéfices. Vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des revenus en hausse et une structure de coûts plus efficace, ce qui va être bénéfique pour les bénéfices. Cela va également être bénéfique pour le rendement des capitaux propres, qui est un facteur important dans la valorisation des banques. Il existe toutefois un risque lié au crédit. J'ai déjà mentionné que les 2 tiers du portefeuille hypothécaire de la banque seront refinancés cette année, l'année prochaine et l'année suivante. Certaines de ces hypothèques ont été souscrites il y a 5 ans dans un contexte de taux d'intérêt très bas, mais les taux d'intérêt ont augmenté. Ils ne sont pas bien sûr aussi élevés qu'ils l'étaient. La Banque du Canada a été favorable. Les taux hypothécaires sont donc plus bas qu'il y a 2 ou 3 ans, mais ils restent beaucoup plus élevés qu'il y a 5 ans. Pour les consommateurs canadiens, il s'agit parfois d'une augmentation de 10 à 15 voire 20 de leur mensualité hypothécaire, qui sont la dépense mensuelle la plus importante pour la plupart des ménages canadiens. Lorsque votre dépense mensuelle la plus importante augmente de 15 à 20 vous devez faire des choix quant à la provenance de cette somme. Et le facteur le plus important à prendre en compte à cet égard est la situation de l'emploi. Le taux de chômage était légèrement inférieur à 7 ce qui est élevé, et espérons qu'il n'augmentera pas beaucoup plus. Mais si la situation venait à se détériorer, cela constituerait un risque. Toutefois, les banques sont très bien capitalisées, ce qui compense cette situation. Je pense que toutes les banques, sauf une, rachètent des actions. Lorsque les banques publieront le résultat du 4e trimestre, nous pourrons avoir des informations actualisées sur la manière dont elles restituent une partie de ce capital excédentaire aux actionnaires par le biais de rachat d'actions et d'augmentation de dividendes. La situation n'est pas parfaite en termes de visibilité de la croissance des bénéfices des banques, compte tenu des préoccupations liées au crédit et à la sensibilité économique. Mais cela est compensé par une très bonne capitalisation. Et entre-temps, les autres moteurs des bénéfices bancaires ont été très solides, les valorisations ont donc commencé à refléter cela, mais je m'attends à voir les bénéfices se poursuivre à l'approche de l'année prochaine. Oui, la courbe des taux s'accentue. Et si l'on regarde l'économie canadienne, vous êtes à Vancouver et moi je suis à Toronto, ces marchés immobiliers ont été relativement faibles, en particulier dans certains domaines spécifiques comme les petites copropriétés. Et toute amélioration dans ce domaine sera bénéfique. Et si le marché immobilier repart dans la bonne direction, cela va aider les banques, bien sûr. On l'a dit, les banques et les services financiers représentent une part importante du marché canadien. Mais passons maintenant à l'énergie et le coup d'œil rapide qu'on pourrait avoir sur le secteur de l'énergie est que, oui, le prix du pétrole oscille autour de 60 dollars le baril, voire en dessous par moment. Mais il y a en fait des nouvelles positives concernant les actions du secteur de l'énergie, pas vrai? Oui, il y a plusieurs choses qui se passent dans le secteur de l'énergie. Le pétrole a été faible et il l'a été pendant la majeure partie de cette année. Je pense qu'il a baissé de 15 à 20 depuis le début de l'année. Et il est en baisse depuis 2 ans. Nous avons connu une forte hausse avec la Russie et l'Ukraine. Le prix a augmenté au-dessus de 100 dollars, puis il n'a cessé de baisser, ce qui a constitué un frein pour les prévisions de bénéfices. À mesure que le prix du pétrole baisse, les estimations baissent pour les actions du secteur de l'énergie. Ce secteur a donc dû lutter contre ce vent contraire, alors que d'autres secteurs ont bénéficié d'un vent favorable.
C'est donc le seul secteur du marché où les prévisions de bénéfices ont été revues à la baisse, ce qui a fortement influencé les bénéfices globaux du TSX. En ce qui concerne le prix du pétrole, je n'ai pas d'opinion tranchée. Chaque fois que je viens ici et que nous parlons des matières premières, je répète qu'elles sont très difficiles à prévoir et à estimer, mais que nous devons en tenir compte. Je remarque toutefois que le discours et le sentiment à l'égard du pétrole sont très faibles. Nous ne sommes pas dans un environnement très favorable à la hausse du prix du pétrole, mais en attendant, les actions elles-mêmes, les actions pétrolières et gazières, en particulier les grandes capitalisations canadiennes, les producteurs de pétrole, ne sont pas aussi faibles. Si vous regardez le prix du pétrole et si vous lisez certains titres concernant le pétrole et la demande de pétrole, vous vous dites que ces actions doivent souffrir énormément. Puis vous regardez les graphiques et vous vous dites qu'en fait, elles se comportent plutôt bien. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. L'une d'elles est que les grandes sociétés énergétiques canadiennes, en particulier, qui sont des producteurs de pétrole et de gaz à grande capitalisation, ont travaillé très dur pour lutter contre la baisse du prix du pétrole et ont revu leur structure de coûts. Elles ont fait preuve d'une grande discipline en matière d'investissement, elles y ont été contraintes, mais leurs modèles économiques sont très résistants à la baisse des prix des produits de base. Ne nous leurrons pas, si le prix du pétrole baissait encore de 10 dollars, ces actions seraient sous pression, bien sûr, mais leurs bilans sont en bien meilleure forme. Leur structure de coût est bien meilleure, leur génération de flux de trésorerie disponible est bien meilleure aujourd'hui, dans une période de faiblesse ou de baisse des prix des produits de base, qu'elle ne l'était, disons, au cours de la décennie précédente. Les modèles économiques sont beaucoup plus résistants et durables dans une période de baisse ou de faiblesse des prix du pétrole. C'est vraiment important pour nous. Nous sommes des investisseurs à long terme qui comprenons qu'on ne peut prédire le prix du pétrole. Je dois me rappeler que si le prix du pétrole baisse, si la situation des produits de base continue de se détériorer, les bilans des entreprises sont en bonne santé et qu'elles vont survivre. Elles ont des bilans solides, leur structure de coût est suffisamment faible pour qu'elles puissent continuer à générer des flux de trésorerie dans un environnement où les prix des produits de base sont plus faibles. La manière dont elles allouent leur capital, moins vers la croissance et davantage vers le maintien du niveau de production actuel, leur permettra, espérons-le, de contribuer à générer non seulement des flux de trésorerie positifs, mais des flux de trésorerie disponibles. L'activité est durable, le bilan est en bonne santé, les entreprises continuent de se concentrer sur le remboursement d'une partie de ces flux de trésorerie disponibles excédentaires aux actionnaires. Le rachat d'actions contre dividende est toujours à l'ordre du jour pour ces entreprises. Les bilans sont en bonne santé. Lorsque nous parlons des actions énergétiques, nous pensons à des scénarios. Je ne parle pas nécessairement d'un scénario optimiste où le pétrole remonterait à 80 ou 90 dollars. Là, bien sûr, les actions augmenteraient, elles seraient en excellente santé. Mais nous devons penser au scénario pessimiste, en supposant que le prix du pétrole soit nettement inférieur à celui que nous connaissons aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont très résistantes à cet affaiblissement. Et dans le domaine des produits de base, nous avons parlé de la croissance des bénéfices, mais nous n'avons pas beaucoup parlé des révisions des estimations, et celles-ci ont pourtant évolué de manière positive au Canada. C'est quelque chose qui s'est produit au cours des dernières années, mais c'est vraiment au milieu de cette année que nous avons constaté cette hausse des révisions des estimations. C'est vraiment important car c'est ce qui intéresse le marché. Ce n'est pas tant la question des bénéfices et de leur croissance qui importe, mais plutôt celle de l'orientation de cette croissance. Ce qui est intéressant, c'est que pour les actions pétrolières, il ne faut pas grand-chose pour que les révisions des estimations soient positives. Ainsi, même si le prix des produits de base reste stable, les bénéfices peuvent tout de même être positifs car les estimations cessent de baisser. C'est peut-être un peu difficile à comprendre pour certains, mais je vois cela comme un taux de variation. Le prix du pétrole est donc passé de 80 à 60 dollars. Cela a eu un effet négatif sur les bénéfices, mais si le prix du pétrole demeure stable à 60 ou même passe de 60 à 58, disons, il pourrait encore y avoir des révisions positives des estimations en raison de la réduction de la structure des coûts et du nombre d'actions des compagnies pétrolières. Elle pourrait générer une croissance positive des bénéfices d'une année sur l'autre, même si le prix des produits de base reste stable. C'est un élément important en ce qui concerne les facteurs déterminants des prévisions de bénéfices pour l'ensemble du TSX, en particulier pour les actions du secteur de l'énergie. Vous avez mentionné les banques et les actions qui sont rachetées dans le secteur de l'énergie. Les grandes sociétés énergétiques sont toujours très actives en matière de rachat d'actions, non?
Oui, beaucoup d'entre elles ont essayé de faire preuve d'une plus grande discipline en matière d'allocation du capital, nous en avons parlé. Au cours de la dernière décennie, les prix du pétrole étaient élevés, elles augmentaient leur production. Cette fois-ci, les prix du pétrole ne sont pas élevés, mais elles se concentrent sur cet aspect et ont mis en place un cadre systématique pour montrer à la communauté des investisseurs et aux actionnaires qu'elles font preuve de discipline à cet égard. Elles vont prélever une partie de leur flux de trésorerie disponible et l'affecter au remboursement de la dette. Une fois leur dette ramenée à un certain niveau, tout excédent de flux de trésorerie disponible sera consacré au versement de dividendes et au rachat d'actions. Le marché a accueilli favorablement cette mesure qui témoigne de leur discipline. Il s'agit simplement d'un concept, d'un tableau de bord, je dirais, permettant de les évaluer et les entreprises s'y tiennent rigoureusement. Nous assistons à des fusions-acquisitions dans le secteur, ce qui est intéressant, car cela montre que ces entreprises ont confiance en leurs activités et qu'elles sont disposées à s'associer et à fusionner avec d'autres entreprises. Pour ce faire, elles devront émettre des actions et s'endetter un peu plus, mais elles sont convaincues que l'entité fusionnée aura une plus grande valeur pour les actionnaires à l'avenir. C'est un signe intéressant que nous observons, des fusions-acquisitions et une certaine consolidation au sein du secteur. Cela devrait améliorer l'efficacité de la structure des coûts et stimuler les bénéfices sans trop augmenter les prix des produits de base. Oui, au fait, nous avons beaucoup de nouveaux auditeurs, alors n'hésitez pas à partager notre émission avec vos amis, votre famille, à vous abonner partout où vous écoutez vos balados et à nous donner des mentions j'aime sur YouTube, car Scott est particulièrement élégant aujourd'hui, cela mérite une mention en soi. Mais nous devons préciser que M&A en anglais signifie fusion et acquisition. Lorsque vous observez ce type d'activité, cela signifie que même les entreprises concernées voient une certaine valeur dans le cours de leurs actions, ce qui est une bonne chose. Et puis, ce qu'il faut retenir à propos des rachats d'actions, les bénéfices réels d'une entreprise peuvent demeurer stables d'une année sur l'autre, mais si elle rachète des actions, le nombre d'actions diminue, ce qui signifie que le bénéfice par action augmente, et c'est ce qui détermine la valorisation. Les calculs sont donc plus avantageux lorsque les entreprises rachètent des actions. C'est pourquoi vous appréciez souvent et pensez que les entreprises génèrent de la valeur pour les actionnaires grâce aux dividendes, c'est-à-dire l'argent qu'elles vous versent directement ou au rachat d'actions, car cela réduit le nombre d'actions et augmente la valeur relative de ces actions techniquement parlant. Ce sont donc des choses positives qui se produisent. Scott, nous dépassons toujours un peu le temps imparti et c'est bien comme ça. Après tout, cela signifie simplement que nous devons vous inviter plus souvent. Je voulais parler de l'or. Nous allons donc vous inviter très prochainement pour une édition spéciale sur l'or et l'exploitation minière, car si vous réorganisez les lettres de Scott G. Lizakowski, on obtient spécialiste de l'or. Prenez une feuille de papier, vous allez voir, ça marche. Scott, toujours un plaisir de vous retrouver. Profitez du ski. Je suis heureux d'apprendre que tout est prêt pour la nouvelle saison. Avec la pluie et le temps maussade et morose qui règne tous les jours en Colombie-Britannique, les gens ont le moral en berne. C'est bien qu'ils puissent monter à la montagne et faire un peu d'activité physique pour égayer leur journée. Mais merci. Au fait, je crois que pour la première fois depuis 1952, le vortex polaire va descendre sur Regina et la région de Winnipeg, produire un fond froid incroyable. Vous allez donc en profiter. Cela vous réveillera si vous ne trouvez pas de bon café là-bas. Je vais emporter mon parka. Et oui, j'ai hâte d'être sur la route et de voir nos conseillers, nos clients. Mais oui, merci Dave. Et la saison de ski, la perspective de cette nouvelle saison, c'est ce qui me permet de traverser ces jours sombres et mornes. S'il pleut à Vancouver, j'espère juste qu'il neige dans les montagnes. C'est ce qui me motive. Excellent. Alors encore une fois, bon voyage et à bientôt. Merci Dave. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.